Le beau et le laid, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je vais, dans mes recherches, associer, je dirais par effet de miroir. Parce que quand on va travailler sur le beau, on a cette idée qu'il y a une espèce de norme esthétique qui existe, et que si elle existe, elle a peut-être des caractéristiques propres, mais elle existe finalement en résonance avec une autre qui n'a pas ces caractéristiques-là. Et donc les deux sont déjà pour moi liés, font partie d'un même ensemble, d'une même configuration, pour reprendre un terme de Norbert Elias par exemple. Donc ça c'est déjà un premier point. Ensuite je dirais qu'on a forcément dans ces deux termes-là quelque chose qui se joue au niveau de l'esthétique. C'est une des premières choses à laquelle on pense quand on travaille sur ces questions-là. Donc il s'agit en tant que chercheur de s'interroger sur la construction de ce rapport à l'esthétique. Et moi, dans mes recherches plus sociologiques, j'ai toujours été beaucoup influencé par l'école de Chicago en sociologie, et en particulier ici sur cette question Howard Baker, quand il développe ses analyses autour des mondes de l'art, hein, c'est le titre d'un de ses ouvrages. On sait que la construction des normes, elle s'opère toujours par la rencontre entre des individus qui ont intérêt à créer une norme autour, par exemple, du beau, et puis qui ont intérêt par symétrie à associer d'autres gens au laid, parce que c'est ce qu'il appelait des entrepreneurs de morale. En créant cette norme esthétique, on se donne aussi une certaine légitimité, et on peut en tirer certaines ressources, certains avantages. Donc je pense qu'on est bien dans cette logique de construction sociale de ces catégories. Et on peut avoir une illustration quand on fait des recherches sur ces questions, quand on travaille avec des historiens. On voit bien que ces notions-là ont vraiment évolué au fil du temps et vont être associées à plutôt une catégorie sociale, plutôt une autre. Et puis bien sûr, derrière tout ça, on voit qu'il y a toujours cette notion de définir un groupe d'appartenance associé à ces questions du beau et du laid. Je pense que ça c'est aussi important, parce que on va après, à partir de là, créer des espaces dans lesquels vont s'exprimer le beau ou le laid par désignation opposée. Et forcément, le corps là-dessus est vraiment un support, un espace privilégié dans toutes les, je dirais, sociétés pour définir le rapport au beau et au laid. Donc, en conclusion, on voit que pour moi, il y a toujours ce rapport à l'esthétique qui est prioritaire, parce qu'on peut dire que voilà, tel moment de vie est beau, c'était quelque chose à vivre, etc. Mais on a beaucoup de références à l'esthétique en priorité. Ensuite, que la construction des normes sociales vient en ligne de compte dans cette catégorisation-là. Et puis forcément, que si on parle de normes, elle est quand même relative, elle va dépendre des individus, des rapports sociaux, des sociétés, des moments historiques, donc on n'aura pas toujours la même définition. Par rapport à ma démarche de recherche, mes perspectives, c'est ce qu'on appellerait plutôt dans mon esprit un processus dialectique. Ils font partie du même phénomène autour de l'esthétique, on va dire, puisque j'ai beaucoup insisté là-dessus. Et je dirais que le lait n'est pas forcément uniquement que l'opposé du beau, mais en tout cas il se définit, ou en tout cas on cherche à le définir déjà par opposition au beau d'une certaine manière. On sait qu'on a affaire à un phénomène plus large, une configuration plus large qui contient ces deux éléments-là, mais pour moi il y a une espèce de continuum avec quand même une opposition qui cherche à être marquée entre les deux pour justement en tirer un avantage personnel ou groupal pour les individus qui vont se qualifier de beau, ou réussir à imposer cette norme autour du beau. Donc ça me paraît important. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les ai définis dans mon propre parcours de recherche, parce que en fait, si je prends l'exemple du corps sur lequel j'ai beaucoup travaillé, on voit que l'idée du corps parfait, d'une certaine manière, il n'existe que par référence plus ou moins fantasmée, mais un corps imparfait qu'on cherche à repousser d'une certaine manière. Donc non seulement le corps imparfait n'a pas les qualités du corps parfait, mais il a en plus d'autres éléments qu'on n'aimerait pas avoir. Et ça, c'est bien, parce que pour moi, il y a un effet de miroir entre les deux. Donc il y a vraiment un continuum, avec une séparation certes à un moment donné, mais un continuum. Ensuite, sur cette question-là, forcément, on en vient à se dire que il y a une forme de relativisme culturel, au sens où on se dit que voilà, les sociétés n'ont pas toutes les mêmes rapports à ces normes-là, d'une part, et puis que des groupes sociaux, quels qu'ils soient, là aussi peuvent se distinguer dans cet élément-là. Je dirais que moi, en tout cas, dans mes recherches, les invariants que j'ai pu trouver étaient plus dans le support, ou certaines modalités de démonstration de ce qu'on entendait par le beau et le laid. Si je le dis autrement, chaque société a pu avoir ses définitions, ses catégories. Par contre, là où j'ai trouvé un invariant, moi, c'était le corps, c'était l'utilisation du corps. On voyait que c'était ce support-là, cet espace-là,
qui était de partout privilégié pour marquer cette différenciation. C'est pas tant l'objet et la distinction, la définition entre ces deux termes-là, alors qui sont associés au processus de déviance qu'il va analyser lui-même, hein, qui sont au cœur de son analyse. C'est vraiment le cadre social de l'interaction, qui est un autre, enfin au pluriel, mais qui est un autre titre d'un de ses ouvrages, qui l'intéresse parce qu'il y a un processus derrière. Il y a l'idée derrière ces mots-là d'une pluralité de réalités et d'une réalité où on cherche à avoir une identité sociale visible à tous, et puis les coulisses où comment justement on vit avec ce stigmate-là, parce qu'on sait que c'est socialement que ce stigmate est dévalorisé, et comment on fait pour vivre avec. Donc il y a forcément l'idée de chercher aussi parfois chez Goffman à se cacher. Il y a véritablement aussi l'idée de se confronter à la réalité sociale et à ses cadres, comme je viens de le dire, et qui reflète l'approche que lui-même a menée dès le début de sa carrière. Il était censé faire une thèse sur la culture des îles Shetland voilà, quand il était jeune, et puis finalement ce qui l'intéressait surtout c'était de comprendre les interactions dans l'hôtel dans lequel il vivait pour faire sa thèse. Donc on a bien ici une illustration du fait de se dire qu'il y a plusieurs focus qu'on peut faire, le beau et le laid, ça peut être la consommation, ça peut être autre chose, bref, mais on va surtout se focaliser sur les cadres sociaux de l'interaction, et c'est ça qui compte pour comprendre ce processus de définition. Et je dirais que moi, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup influencé, parce que forcément, dans cette, je dirais, peut-être pas relativisme, mais en tout cas, je dirais dans cet aspect relationnel de la construction de ces normes-là, vous avez toujours quelque chose qui vous échappe aussi d'une certaine manière, parce que vous ne savez pas la réaction des autres concernant votre propre stigmate qui a été identifié à un moment donné. Concrètement, je reviens à certaines de mes recherches. Oui, certains qui travaillent sur le corps au quotidien pour le muscler, pour le développer par exemple, ont une certaine vision du beau, mais c'est une vision qui leur échappe aussi parce qu'elle est potentiellement infinie, elle est potentiellement toujours améliorable. Donc c'est aussi un processus qu'on espère atteindre un jour, mais qui nous échappe aussi d'une certaine manière. Et puis, j'ai aussi été influencé par l'autre auteur dont je parlais tout à l'heure, Howard Baker, où on peut avoir parfois certains processus, comme il les qualifiait, de retournement de stigmate, qu'on retrouve moins chez Goffman. Chez Goffman, il y a plus l'idée de se dire, ok, j'ai été stigmatisé, et j'ai un certain handicap social, compte tenu des normes sociales et du cadre social de l'interaction, d'accord. Comment je vis avec? Ben, parfois, il faut le cacher, il faut chercher à avoir une identité spécifique pour montrer qu'on est normal, etc. Chez Becker, vous pouvez très bien avoir le processus inverse en disant, ok, je suis stigmatisé de la sorte, ben, je vais chercher justement à en faire une force pour m'affirmer aux yeux du monde comme étant déviant, comme étant anormal, peut-être comme étant laid au regard de ce qui est attendu, mais c'est mon identité et je m'affirmerai comme ça. Mon ancrage à une perspective, une approche plus interactionniste, m'ont vraiment fait comprendre que c'était dans cet aspect relationnel que les normes se construisaient, et que la question de l'universel non seulement pouvait être questionnée par son existence même, par sa réalité même, mais aussi par rapport à, je dirais, sa neutralité. L'idée de placer quelque chose d'universel peut-être arrange certains groupes et défavorise d'autres. On l'a vu dans l'histoire, encore une fois, de l'humanité, de l'histoire du capitalisme, où au nom d'une mission civilisatrice ou au nom d'une imposition de certaines normes, en fait, derrière se jouaient des processus d'imposition, de colonialisme, de prédation très diverses, bref. Donc il faut aussi se questionner sur cette réalité de l'universel. Mon rapport personnel au beau et au laid, il correspond finalement aussi à, enfin, il est dans le prolongement de ce que j'ai pu dire précédemment, c'est-à-dire que il a été forgé très tôt, c'est quelque chose qui dès notre enfance finalement nous conditionne, c'est un grand mot peut-être, mais en tout cas nous influence dans les définitions qu'on va pouvoir avoir. Donc le rapport aux médias est essentiel, parce que les médias c'est aussi des modèles de comparaison, bref. Je pense que j'ai toujours été marqué par ce rapport à l'esthétique, qui était pour moi très lié à des définitions autour de la masculinité, certains modèles, et c'est là que le rapport au corps, pour moi, c'est très vite imposé. Je viens d'une génération où les mangas japonais étaient très présents, où les films américains avec Schwarzenegger, Stallone étaient omniprésents. Bref, c'était à l'époque les moyens d'avoir des références. On a toujours un ancrage identitaire à un moment donné pour se questionner et avoir une envie de ressembler ou de se distancier à d'autres. Donc j'ai été marqué par ce rapport-là, je pense, qui a bien sûr ensuite a évolué avec d'autres formes je dirais, de connaissances.
en particulier les connaissances en termes d'études qui élargissent le spectre autour du beau. Je parlais tout à l'heure de moments de vie, on va dire voilà, j'ai vécu un beau moment, par exemple. Donc on élargit à des formes d'expérience, mais oui, je dirais que j'ai beaucoup eu tendance à recentrer cette logique du beau, que ce soit dans ma définition identitaire personnelle et dans le cadre de mes recherches par la suite à la question d'esthétique et à son évolution. Voilà. Alors après, comme je disais aussi, ça ne veut pas dire que j'atteins ces critères-là, attention, mais ça veut dire que c'est comme ça que j'ai plutôt perçu ce rapport au beau. Et vous voyez que j'emploie beaucoup le mot beau et pas forcément le mot laid dans ma réponse. Je me suis peut-être pas suffisamment intéressé au laid, peut-être que implicitement c'était logique de ne pas s'y intéresser si je m'intéressais au beau, en tout cas dans ma définition personnelle, et peut-être que c'était un repoussoir que je souhaitais aussi éviter, très inconsciemment. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont posées derrière tout ça, et pour un sociologue, je dirais, il y a forcément le rapport normalité-déviance qui est en jeu là-dedans. Je pense qu'on est aussi dans un rapport avec la société économique dans laquelle on vit. On est une société de la performance, on est une société où on a jusqu'à présent toujours pensé qu'on pouvait aller au-delà, et l'au-delà voulait dire le mieux, le parfait, quelque chose qui n'a pas de problème. Et pour revenir aussi à Goffman, pourquoi je dis ça? Parce que le fait de ne pas parler du lait permet d'éviter de mettre en avant des choses qui ne vont pas, des choses qui posent problème. Goffman le mettait en avant face à une personne qui est ouvertement visible et visiblement handicapée, par exemple. On peut se sentir mal à l'aise parce qu'on ne sait pas s'il faut trop en faire, pas assez en faire, et quelque part cette personne qu'on voit questionne ce rapport à la norme qu'on nous avait construit comme étant parfait, comme étant intégrateur, comme étant révélateur d'une société qui fonctionne bien. Donc le fait d'évacuer ce rapport directement au lait est aussi pour moi le fruit d'une socialisation plus large qu'on peut avoir avec la société capitaliste dans laquelle on vit, qui ne tolère pas l'absence de progrès. Voilà. Donc il y a derrière cette interrogation aussi, je dirais, sémantique entre le beau et le lait, je pense qu'on a une interrogation philosophique sur ce qu'attendent les humains dans une société dans laquelle ils vivent. Voilà. On est certainement, bien sûr, dans la plurivalence, mais moi j'aime beaucoup le terme ambivalence justement parce que ça renvoie vraiment à l'idée de, je le redis, d'une configuration où à l'intérieur de celle-ci, donc on a une réalité sociale, mais qui contient, pour simplifier, tout et son contraire d'une certaine manière, et c'est tout et son contraire qui fonctionne et qui forme système. C'est un peu le yin et le yang justement dans l'image, hein, simplement. Et ça, je pense que on est beaucoup dans ce rapport-là, parce que selon les imaginaires, selon les modes de socialisation, ce rapport au beau, par exemple pour le corps, il est parfois très fantasmé, très universalisé, je pense, comme ça, dans la culture des masculine des hommes. On a plusieurs formes de masculinité, d'accord, mais on voit que ce rapport au corps est quand même essentiel à un moment donné pour se positionner, pour chercher à dominer, historiquement parlant. Mais on voit que, notamment dans une perspective hétérosexuelle, cette norme du beau, du corps parfait, elle n'est pas forcément, qui est censée justement plaire aux femmes pour construire la masculinité, quand on interroge les femmes, elle n'est pas forcément recherchée d'une certaine manière. C'est d'autres visions du beau qui vont être mises en avant. Donc c'est là qu'on voit effectivement qu'il y a parfois beaucoup d'ambivalence. Et puis, c'est une que je citais ici, mais je pourrais en citer d'autres, le fait qu'on a, à un moment donné, si on cherche à évaluer, parce qu'il y a un peu ça qui est derrière, on veut évaluer ce qui est beau et ce qui est laid, il faudrait vraiment stabiliser une relation ou stabiliser un objet. On voit que ce sont aussi des caractéristiques qui sont changeantes, qui nous échappent aussi parfois d'une certaine manière. Et ça, je pense que, encore une fois, c'est quelque chose qui renvoie plutôt à une ambivalence pour moi, pour donner un deuxième exemple. Donc oui, plutôt la catégorie ambivalence, je pense qu'elle correspond bien, en tout cas à moi, comment je me positionnerais pour étudier ces deux aspects-là. La définition plurielle de la masculinité aujourd'hui amène à questionner ce qu'on appelle par exemple le modèle de la masculinité hégémonique, à laquelle correspondaient bien des personnages comme Schwarzenegger, dans la façon dont ils ont été construits, dont ils se mettent en scène, d'accord. Mais c'est aussi parfois pourquoi ce genre de masculinité se maintient à travers, vous citez Dwayne Johnson ou Jason Statham, bon, moins musclé, mais voilà, parce que il y a justement l'évolution qui brouille un petit peu les cartes, amène certains à vouloir reconstruire des aspects plus durs de la masculinité, plus visibles de la masculinité, et du coup c'est bien dans cette ambivalence-là que se situent les hommes aujourd'hui, dans la pluralité des modèles, parfois dans la confusion des modèles, la mixité des modèles. Donc la plurivalence, certes, elle est là, mais elle est avant tout pour moi reliée à cette ambivalence plus large qui encadre le rapport qu'on va avoir au beau et au laid. Je prenais ici le cas de la masculinité parce que c'est celui sur lequel j'ai le plus travaillé, mais on pourrait dire la même chose du côté des féminités.
Oui, alors effectivement, c'est beaucoup lié à mes derniers travaux qui m'ont fait caractériser cette phase dans laquelle on vit depuis les années 1980 pour moi, que j'appelle le capitalisme des vulnérabilités. En gros, voilà, l'idée que le capitalisme produit de plus en plus de crises qu'on appelle systémiques. Ça peut être financière, ça peut être sanitaire, le réchauffement climatique, voilà, qui affectent tout le monde. Donc personne ne peut se cacher, en gros, d'une manière ou d'autre, on sera tous affectés. Dans le même temps, on a plutôt affaire à un désengagement de l'État, donc moins de gestion collective et plus de responsabilisation individuelle. Il y a des grandes crises, mais c'est à vous de trouver la solution globalement, c'est à vous de trouver les ressources. Ça, c'est un premier point. Et forcément, le capitalisme, en tant que système, alors c'est pas une personne consciente, mais c'est le produit de tout un ensemble d'interactions, mais il a quand même ses normes de référence, ses valeurs de référence. Son but en tant que système, si je peux le personnifier un peu, c'est de se reproduire, c'est de trouver des nouvelles sphères d'accumulation du capital. Et de ce point de vue-là, je comprends ce que peut dire Jacques Rancière, au sens où si le lait, à un moment donné, est une tendance qui permet au capital de se reproduire, alors le capital s'engouffrera dans cette logique-là, et en particulier à travers le marché, et prospérera d'une certaine manière. Mais je considère au contraire que, de ce point de vue-là, en tout cas, sur le plan économique, à partir de mes travaux, s'il y a quelque chose à faire par rapport au lait, c'est parce que le beau est perçu avant tout comme la norme de référence, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. On est dans une société qui attend beaucoup de performance, on est dans une société qui est très compétitive, donc il va falloir trouver les éléments distinctifs. Et la plupart du temps, c'est un élément plutôt positif dans la distinction plutôt que négatif par rapport aux normes de la société. Je ne dis pas que le lait existe forcément en soi, mais donc on est plutôt dans le beau, dans l'idée de valoriser le beau. Ça peut être le beau esthétique, ça peut être le beau en termes de performance, ça peut être le beau dans une capacité à innover, par exemple. Donc on est plutôt là-dedans, et dans ce capitalisme des vulnérabilités, on est plutôt dans la tendance de dire comment on va trouver des solutions pour lutter contre ces vulnérabilités. Donc les vulnérabilités, ça serait plutôt effectivement l'aspect, si je reprends la thématique, l'aide, entre guillemets, de la société, ce qu'on n'aimerait pas avoir ou pas avoir justement, et il faut tendre vers le beau. Donc on est plutôt aujourd'hui dans une phase du capitalisme pour moi où des entreprises et des acteurs nouveaux vont proposer des solutions pour recréer du beau, recréer des façons de lutter contre ces vulnérabilités. On le voit à travers le corps, tous les aspects liés à l'économie de la santé. On le voit à travers les nouveaux métiers, l'entrepreneuriat autour du coaching, autour des influenceurs. L'idée, c'est de donner la bonne information, la belle information pour répondre à son projet individuel. Donc moi, je suis plutôt dans la perspective de dire que le capitalisme tel qu'il s'est construit jusqu'à présent, à travers la performance, a plutôt eu tendance à valoriser une idée large du beau et à dévaloriser le lait d'une certaine manière. Donc la sphère d'accumulation aujourd'hui nouvelle, c'est plutôt autour de la question du beau plutôt que du lait. Cette citation elle est vraiment très intéressante parce qu'elle reflète bien je dirais, l'évolution historique du capitalisme avec l'introduction croissante des marchés et la régulation opérée par les marchés sur tout un ensemble de relations économiques mais aussi sociales. Puisque le marché, à travers la circulation de l'argent ici, va permettre de rendre, par ce que Marx appelait l'équivalent général, c'est-à-dire l'argent, la possibilité de se procurer des choses. Donc vous avez un certain fétichisme de l'argent, parce que, sachant qu'il peut tout acheter, et des objets ou des services par nature incomparables, il donne ce sentiment de toute puissance, de pouvoir, et qui est réel dans une société qui est marchandisée, où le marché se développe de plus en plus, c'est certain. Mais l'argent ici ne va pas toujours tout faire d'une certaine manière, parce que tout dépend aussi des attentes et des évolutions au sein du capitalisme. Quand vous êtes parfois dans un capitalisme plus cognitif, quand vous êtes dans un capitalisme plus marqué par certaines formes d'interaction, où le statut social va jouer un rôle important, l'argent peut être une condition, mais une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante. Et on voit effectivement qu'il existe de plus en plus des formes comme on pourrait dire, de substituabilité des capitaux. On peut chercher à passer d'un capital à l'autre, et justement,
moi, dans mes travaux, le fait que certains individus soient privés de ce capital économique peuvent se tourner vers l'idée de transformer une ressource qu'ils ont à leur disposition dès la naissance, c'est le corps, pour chercher justement à la transformer en capital, ce capital corporel. Donc, le capital corporel est déjà une réussite en soi si on est content d'avoir transformé sa vie en passant de telle phase physique à telle autre phase physique. Voilà. Mais la plupart du temps, ce sont aussi des individus qui vont chercher à transférer ce capital corporel vers d'autres formes de capitaux. Donc ça peut être le capital économique. Mon capital corporel m'aide à m'insérer sur le marché du travail, par exemple. Ça peut être quelque chose qui est valorisé de ce point de vue-là. Mais ça peut être de plus en plus aussi un capital qui est valorisé pour chercher à lutter contre les vulnérabilités dont je parlais tout à l'heure, en particulier des vulnérabilités liées à la santé, des vulnérabilités liées aux interactions sociales. On le voit dans les questions d'agression, on le voit dans des questions de phénomènes climatiques qui surviendraient. Voilà, je pense très sincèrement que l'évolution, par exemple, des techniques d'entraînement dans certains sports se sont un peu militarisées ou en tout cas servent de modèle parce que le but c'est de pouvoir faire face rapidement à quelque chose qui surviendrait de non prévu. Le fait d'avoir un muscle fonctionnel. Donc là, quelqu'un qui par exemple pendant le Covid était très riche a pu mourir et son argent ne l'a pas protégé de tout d'une certaine manière. Donc on valorise toujours l'argent dans ce principe, par rapport au principe du capitalisme, c'est certain, et c'est peut-être parfois encore plus le cas parce que le marché étend sa sphère, mais ce n'est pas une condition suffisante pour moi parce que d'autres formes de capitaux subsistent, en particulier le capital corporel qui pour moi devient de plus en plus important dans le capitalisme d'aujourd'hui, et puis bien sûr après il existe toujours des formes de substituabilité, mais n'oublions pas d'autres formes de capitaux qui sont aussi importants. Après, ce qui est sûr que dans ma réponse, vous voyez qu'il y a un trait commun, il faut du capital aujourd'hui. Il va falloir du capital pour exister dans le capitalisme. Ça paraît logique, mais c'est la réalité. Vous n'avez pas d'argent, il va falloir trouver quelque chose d'autre pour pouvoir exister. Si on part de cette définition déjà de Marx, et qui, je répète, pour moi est valide, au sens où le capitalisme est marqué par l'extension des marchés, et sur ces marchés-là, pour des raisons de simplification, la recherche d'un équivalent général est nécessaire pour accroître les échanges. Et s'il y a cet équivalent général qui est accédé par toutes et par tous, vous avez une sacralisation de cet équivalent général. Donc, concrètement, on a une sacralisation de l'argent qui peut court-circuiter, qui peut raccourcir des processus, qui peut permettre d'accéder à beaucoup de choses, parce qu'il y a ce pouvoir associé à la valeur de l'argent. Mais je considère aussi, oui, comme je le disais, qu'il y a d'autres formes de capitaux, et ce qui compte pour moi, en économie, j'ai beaucoup été influencé par ce qu'on appelle la théorie de la régulation. Ce qui compte pour moi, c'est de s'interroger sur comment le capitalisme survit-il à ces crises, et comment, donc en répondant à cette première question, oui, on peut considérer qu'il survit à ces crises, et qu'il va le faire par la découverte de nouvelles sphères d'accumulation. C'est ça qui m'intéresse surtout, c'est de découvrir les nouvelles sphères d'accumulation. Et donc, si l'argent est toujours quelque chose qui plane au-dessus de tout, se focaliser uniquement sur l'argent ne permet pas de comprendre la complexité des phénomènes. Et donc, c'est pour ça que je m'intéresse à cette idée aujourd'hui d'accumuler du capital corporel pour pouvoir exister dans ce capitalisme des vulnérabilités. Et c'est parce que les individus rentrent dans cette logique que là, l'argent arrive par l'intermédiaire d'institutions comme les firmes, par de nouvelles politiques publiques. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Voilà, on a effectivement l'argent qui est autour, qui est très très présent bien sûr, ce capital économique au sens très très large, on l'a dit, mais il ne permet pas de... ce focus sur celui-ci ne permet pas de comprendre la complexité, je dirais même micro, des enjeux aujourd'hui dans la reconstitution des sphères d'accumulation du capital. Et en se tournant pour moi vers le capital corporel, on arrive vraiment à avoir un meilleur focus, une meilleure compréhension et de bien voir la ramification autour des différentes formes de capitaux. Je pense qu'on est quand même marqué par cette propension du système à nous pousser vers l'extension des marchés et à l'idée associée de la sacralisation de l'argent, quand même qui est toujours présente, qui est toujours sous-jacente, et on le voit à travers l'évolution des discours, même des influenceurs aujourd'hui. Il y a toujours ce rapport à l'argent qui est là. Je dirais même, je ne suis pas spécialiste là-dessus, mais même à l'évolution des messages qui sont envoyés par beaucoup de rappeurs, il y a quand même cette idée d'argent facile qui est derrière, qui a fait évoluer ce style de musique, qui était plus dans la dénonciation justement d'un manque d'argent et d'une situation dégradée, et justement une opposition à une société plus riche qui n'était pas forcément enviable d'ailleurs, à l'idée de se dire que ce qui compte maintenant c'est l'argent facile et la réussite à travers cet aspect-là. Donc c'est pour ça que je disais que la norme de l'argent, ce capital économique, il est très présent, et on peut chercher parfois à s'en distancier par rapport à certains types de comportements d'habitus, on pourrait dire, et le corps y participe, mais
l'autonomie n'est pas l'indépendance. Il y a toujours, à mon avis, des liens qu'on cherche à constituer, et d'où l'idée de substituabilité des capitaux, d'autres formes de liens qui sont en présence, comme vous l'avez dit, et ça, je pense que c'est important de le comprendre, parce que justement, le système le valorise. C'est pas forcément les individus qui sont devenus plus attirés par l'argent qu'avant dans ce système-là, c'est surtout que le système encore continue à dire la norme de référence, elle doit quand même être autour de ça. Voilà. La norme néolibérale, si je reprends déjà une idée de Bourdieu, c'est que le néolibéralisme, c'est une caractéristique d'un système économique et une idéologie aussi, qui va chercher à supprimer, ou dans une moindre mesure à atténuer le poids des structures sociales pour faire entrer une logique de marché. Avec le marché, comme son nom l'indique, comme selon lequel il fonctionne, c'est une logique exclusive et une logique de rivalité. Si vous n'avez pas d'argent sur le marché, vous n'existez pas, vous n'entrez pas sur le marché. Si le marché propose un seul bien, vous êtes le rival de l'autre pour pouvoir l'acheter d'une certaine manière. Donc le marché pousse à la compétitivité, à la compétition. Vous êtes dans un modèle où c'est à vous de chercher les réponses pour accéder à ce que vous vouliez, et il va falloir faire face au fait que d'autres sont à la recherche d'un même processus. Donc en fait, cette culture néolibérale, elle peut façonner cette norme du beau et du laid, parce que on peut se dire il faut que je sois le meilleur, il faut que je réponde au mieux à cette norme pour en tirer les bénéfices individuels que je pourrais finalement obtenir. Et ça, je pense que cet esprit d'entreprise qui s'est de plus en plus diffusé depuis les années 1980, cet esprit de l'élimination potentielle des concurrents, les gens sont perçus comme des concurrents, elle a renforcé pour moi cet ancrage à l'idée je présenterai quelque chose de moi qui sera parfait, et donc qui sera beau selon mes critères et qui me permettra d'obtenir cette logique-là. Elle est plus, je dirais, eugéniste d'une certaine manière, cette logique néolibérale. Elle élimine ceux qui sont perçus comme étant les plus faibles, donc ici les plus laids d'une certaine manière, et elle va valoriser plutôt une norme unique. Mais vous voyez un petit peu l'idée derrière, quand je parle d'eugénisme, de norme unique, quelque part c'est aussi une logique éliminatoire, et limite on pourrait même dire fasciste d'une certaine manière. D'ailleurs cette culture extrême du beau ici appliqué économiquement, mais elle a eu tendance à créer des individus unidimensionnels d'une certaine manière. J'ai beaucoup insisté sur le fait que les individus étaient de plus en plus renvoyés eux-mêmes dans ce capitalisme des vulnérabilités, parce que l'État se désengageait, parce que l'individu était sacralisé, c'était à lui de trouver les ressources adéquates pour survivre, tout simplement. Et de ce point de vue-là, c'est à lui, à l'individu, de trouver les moyens d'y répondre et d'avoir un esprit d'entreprise dans lequel il construit un projet, et puis ce projet-là, une fois réussi, lui permettra de mieux se situer par rapport aux autres. Donc déjà, on est dans cette logique qui vient du système et qui nous pousse à nous centrer sur soi et à trouver les moyens ultimes, c'est-à-dire s'il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'on fait pour exister. Et là, pour moi, c'est le corps. Parce que le corps, il nous accompagne dès notre naissance, il nous accompagnera jusqu'à notre mort, il est toujours là quand on est dans des interactions, bref, il est au cœur de tout en fait. Et on peut manquer d'argent, on peut manquer d'amis, on peut manquer de famille, mais le corps, vous l'avez tout le temps. Alors parfois c'est un fardeau, parce que vous êtes bien conscient que c'est pas si simple pour plein de raisons de le porter, mais il est ultime parce que c'est celui qui vous restera quand vous aurez le sentiment qu'il n'y aura plus rien. Et ça a eu tendance, cette logique-là, cet imaginaire-là a eu tendance à se renforcer dans des sociétés plus individualisées, dans des sociétés plus compétitives, comme j'ai pu le mettre en avant, et dans des sociétés où on attend beaucoup de l'apparence, à travers les réseaux sociaux, à travers le marché du travail. Alors oui, on est dans un capitalisme parfois dit cognitif aussi, où c'est plutôt les idées qui comptent, c'est plutôt la découverte de projets, oui, mais pour que tout ça émerge, il faut se faire voir, il faut montrer qu'on a plutôt, je dirais, une attitude corporelle qui pousse à ce qu'on puisse avoir confiance, qu'on puisse nous faire confiance, une attitude corporelle qui nous permette de dire ah oui, il se tient bien ou elle se tient bien dans tel ou tel type de situation, ah oui, il ou elle a je dirais, des caractéristiques qui sont attendues par les entreprises, en particulier en matière de productivité et d'apparence de la santé, donc le corps il est quand même là, il est toujours là. Et ça, c'est pour ça que je fais référence à cette idée de référence ultime pour les individus. Mais ce qui est important pour moi à travers votre question aussi, c'est de bien comprendre que si le système nous pousse à avoir cette attitude-là un peu plus individualisée et portée vers le corps
le fait que des millions, voire des milliards d'individus rentrent dans cette logique en disant ok, j'ai compris le truc et je vais appliquer à mon corps ces principes-là pour me valoriser, forcément, en accumulant tous ces comportements-là, vous allez créer de nouvelles sphères d'accumulation du capital et permettre au système de se renouveler. Donc, autrement dit, le fait que beaucoup d'individus se préoccupent de leur corps incite de nouvelles entreprises à vendre des services, à vendre des produits autour du corps et au système économique de se perpétuer et de se renouveler. Ce qui avait pu constituer il y a un siècle le cœur de l'accumulation du capital, par exemple autour du chemin de fer, la découverte de plus en amont, mais de l'électricité, etc. Aujourd'hui, pour moi, ce sont plutôt ces sphères, elles existent toujours, mais elles tendront à être surpassées par cette capacité des firmes et des institutions à pouvoir produire, vendre donc en gros des services et des produits autour du corps. Voilà. C'est ça qui permet, dans les deux sens, de faire fonctionner le système et de diffuser encore plus cette culture néolibérale.